Bienvenue dans Big Boss, notre magazine économique vous emmène aujourd'hui dans les sous-sols de notre ville, puisque le boss, ou plutôt la boss, dirige Sibelga, le gestionnaire de distribution de gaz et d'électricité de la capitale. Marie-Pierre Fauconnier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Big Boss. Ça fait 2 ans maintenant que vous êtes à la tête de Sibelga. Et c'est vrai que de formation, vous êtes économiste, mais aussi actuaires. Oui. Alors actuaires, ce sont des professionnels qui analysent l'impact financier du risque. J'ai envie de vous dire, alors, quel risque avez-vous pris en acceptant ce poste? Écoutez, avant tout, je dirais, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur d'avoir pris la direction de Sibelga, tout simplement par l'impact qu'on peut avoir sur, je dirais, l'ensemble des Bruxellois. Que ce soit les Bruxellois, les citoyens, que ce soit les PME, que ce soit les entreprises, les indépendants ou la population plus précarisée. Le côté proche Le du côté, si vous citoyen. voulez, proche du citoyen, qui, moi, m'a vraiment attiré dans cette fonction, et l'énergie, qui est au-delà, j'ai envie de vous dire, d'une profession. C'est une véritable passion pour moi. Vous allez nous en parler dans une minute. Je vous arrête, c'est quelqu'un qui adore parler, Marie-Pierre Fauconnier. Mais on n'est pas seul en plateau. Je voudrais présenter Maxime Van de Weyer qui est avec nous. Bonjour Maxime. Vous êtes journaliste à l'Écho et puis spécialiste de Sibelga. On peut dire ça, c'est une entreprise que vous connaissez bien. Tout à fait. En tout cas, c'est une entreprise qu'on suit régulièrement. Récemment, on a beaucoup parlé de Sibelga pour le déploiement de l'éclairage intelligent à Bruxelles. Mais avant de passer à Sibelga, j'ai envie de vous poser une question sur votre ancienne fonction. Donc, avant Sibelga, Marie-Pierre Fauconnier, vous étiez présidente de la CREG, donc le régulateur fédéral de l'énergie. Et récemment, la ministre de l'Énergie, Tine van der Straten, a décidé de relancer la procédure qui permettait de vous trouver un successeur ou une successeur. Marie-Pierre Fauconnier, est-ce que c'est si difficile que ça de vous remplacer ? Ah non, je pense que personne n'est irremplaçable, honnêtement. Je pense que pour des raisons administratives, effectivement, il a fallu, et légales, il a fallu relancer la procédure. Mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va trouver cette équipe de direction qui est nécessaire, puisqu'en fait, si vous voulez, le régulateur est un peu le pendant en fait, des gestionnaires de réseaux de transport, puisque là, on est au niveau fédéral. Et je dirais que c'est un équilibre qui doit être trouvé, mais dans l'intérêt, finalement, des citoyens. En tout cas, on voit, l'énergie, en fait, vous a suivi quasi tout au long de votre carrière. Et pour faire plus ample connaissance, je vous propose qu'on regarde la séquence dans le bureau du boss. On en parle juste après. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de Sibelga. Un bureau très spacieux, très blanc et plutôt ordonné. Sur le bureau, un peu de thé, de l'aromathérapie pour être zen et puis un élément qui nous intrigue, cette cloche. Alors, ça sert à appeler vos employés ? Alors, on est un peu gourmande, Madame Fauconnier. Sur vos étagères, on découvre en tout cas pas mal d'objets intrigants. C'est un véritable musée, votre bureau. À l'image de ce 11 000 volts, un objet intrigant, vous nous donnerez peut-être son origine. Et puis, toutes sortes de choses comme ces compteurs, on dirait d'anciens compteurs à gaz. Ici encore, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire un vrai musée. Un bureau très lumineux avec la table pour les réunions évidemment et puis encore des objets d'antiquité à l'image de ceci, le casque évidemment j'imagine pour aller sur chantier et puis ces éoliennes qui trônent comme des trophées. Enfin, on termine par cette vue magnifique sur le canal et sur Bruxelles. Sublime vue, vous venez de dire effectivement, ça doit être assez sympa d'avoir cette vue sur Bruxelles et puis des objets un peu particuliers. D'abord ces éoliennes, c'est en lien avec vos précédents métiers, qu'est-ce qu'elles font là? Non, ce sont des cadeaux qui m'avaient été offerts et auxquels je tiens tout particulièrement parce que c'est un peu une symbolique par rapport à cette transition énergétique, qui est une transition énergétique qui est nécessaire, qui est urgente et que nous souhaitons chez Sibelga qu'elle soit inclusive. Donc ça fait partie de votre philosophie de travail, elles sont là pour vous rappeler le but à atteindre. Oui. Et puis cette cloche un peu marrante sur votre bureau, elle sert à quoi cette cloche? En fait, elle m'a été offerte, j'ai présidé pendant 4 ans en fait, le conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie, qui est, vous savez, une filiale de l'OCDE, spécialisée en fait en énergie. Et j'ai été élue 4 fois de suite par mes pairs, 28 pays, pas les pays européens, c'est les Américains, les Japonais, les Turcs, etc. C'est mondial. Et donc, et votre rôle, c'était quoi? J'étais présidente du conseil d'administration. Et en fait, cette cloche, c'était ce qui servait pour commencer les conseils d'administration, pour appeler en fait tout un chacun à rejoindre la salle de réunion.
Et donc, quand j'ai quitté, parce que j'ai pris mes fonctions à la CREC, je ne pouvais pas rester à l'Agence internationale de l'énergie, ils me l'ont offert. D'accord. Et vous la gardez encore précieusement sur votre bureau. Et puis tous ces objets, j'ai dit, c'est un peu comme un musée dans votre bureau. Il y a toutes sortes d'objets anciens. C'est vraiment une passion? C'est des objets que vous avez chinés ou qu'on vous a offerts? Alors, je suis extrêmement contente parce qu'en fait, à l'occasion des visites des postes, il y a certains postes qui sont certes nouveaux et puis il y en a d'autres qui sont en désaffection. Et puis je voyais ces instruments que je trouve magnifiques, objectivement. C'est vrai que c'est très joli. Et je disais, écoutez, si jamais, avant de les envoyer à la casse, si vous pouviez m'envoyer un morceau ou une partie. Et puis rien ne se passe. Et puis c'est mon anniversaire, le 22 octobre. Et en fait, ils m'offrent, je dirais, cette installation, parce qu'ils ont construit ça. Ça n'existe pas comme ça. 11 000 volts. Oui, le 11 000 volts. Je crois que c'est une petite allusion au fait que, disons que j'ai un peu d'énergie. Et donc, j'étais tellement contente. Et donc, au fur et à mesure, si vous voulez, ils m'offrent de manière récurrente, et c'est Dirk en l'occurrence, Dirk Willems, et son équipe qui m'offre, si vous voulez, au fur et à mesure, ces objets que je trouve extraordinaires. C'est notre passé, mais c'est aussi à travers ça qu'on a pu distribuer du gaz, de l'électricité, en fait, auprès de tous les Bruxellois. Ce bien de première nécessité. Allez, je vous propose à présent de découvrir justement toute cette équipe qui travaille à vos côtés. 1200 personnes quand même travaillent à vos côtés chez Sibelga. Sibelga qui est installé quai des Usines. Et c'est là que nous avons rencontré vos équipes dans ce reportage tourné avec Frédéric Doineau. Notre visite chez Sibelga commence par le parking, car cet espace c'est aussi un laboratoire à ciel ouvert. Et comme ceci n'est pas un simple parking, ceci n'est pas non plus une simple borne de recharge pour voitures électriques. Ici, on est en train de tester 4 types de bornes différentes qui sont prévues pour être installées sur des poteaux d'éclairage public. Et donc, en fait, Sibelga a décidé de tester le marché, de voir qu'est-ce qui était disponible sur le marché et de se faire une première expertise sur ce type de borne qui est un peu particulière, mais qui permettra de minimiser l'emprise en voirie pour ces nouveaux équipements qu'on va voir arriver dans les voiries bruxelloises d'ici les 15 prochaines années. Et ce n'est pas la seule expérience en cours sur ce parking. Sibelga gère l'éclairage public des voiries communales, soit un réseau de plus de 85 000 luminaires. Et depuis peu, un nouveau projet est à l'épreuve. C'est d'équiper les luminaires d'éléments télécommunicants pour pouvoir rapatrier un maximum d'informations jusque dans nos bureaux et pour pouvoir analyser les pannes en temps réel, mais surtout arriver à faire des diminutions d'énergie. Ici, on estime qu'on va pouvoir diminuer la quantité d'énergie consommée par le réseau d'éclairage public de 20% d'ici 2035. Mais Sibelga, c'est aussi et surtout le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d'électricité de la capitale. Au dispatching, une vingtaine d'opérateurs et de coordinateurs se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai une odeur de gaz, Les coordinateurs de panne reçoivent les appels des clients plutôt sur la basse tension pour l'électricité, sur la basse pression pour le gaz. Et donc ils reçoivent un appel pour un client par exemple qui sent une odeur de gaz. Le rôle des coordinateurs, ça va être de rapidement cerner quel est le problème du client pour envoyer la bonne équipe sur terrain. Pour l'électricité, on reçoit 30 000 appels par an. Et pour le gaz, 7500 appels par an. Tout ne donne pas toujours lieu à une intervention, mais on a beaucoup d'interventions effectivement qui partent directement. D'un côté les clients, de l'autre les collègues. Devant les yeux de ces opérateurs, une vue réelle sur un réseau électrique de quelques 6000 km et pas moins de 3000 km de canalisation de gaz. Ces hommes monitorent, mais peuvent aussi intervenir à distance pour sécuriser les câbles électriques à basse et haute tension. Ce jour-là, à Uccle, les équipes de Sibelga travaillent sur un chantier de grande envergure. Nous sommes à près de 5 mètres sous la voirie. Ces hommes terminent la construction d'une toute nouvelle cabine à haute tension. La plupart du temps, effectivement, ça se passe tout en souterrain. Donc là, pour l'instant, ce qui se passe ici sur le chantier Cavel, c'est qu'on installe une nouvelle cabine à haute tension qui va desservir les rues, donc tous ceux qui sont clients Sibelga basse tension. Et alors aussi, le nouveau bâtiment en question va être alimenté par la cabine à haute tension qui est placée maintenant et qui est raccordée en ce moment même. Une dizaine d'ouvriers sont impliqués, chacun avec ses compétences propres. On travaille déjà avec 2 services différents, qui est la construction, notre service à nous, qui gérons la globalité du chantier. Et alors l'exploitation électricité, qui doit venir aussi pour intervenir sur la cabine à haute tension qui est placée. Et là maintenant, nous avons encore les techniciens de la construction qui viennent faire le raccordement, par exemple, de la cabine en soi. Et pour être à la pointe des nouvelles technologies, le personnel se forme en continu.
Mais le client qui va te dire « Ah, ça sent plus fort à la cave ». Retour quai des usines au siège de Sibelga. C'est ici que se trouve le centre de formation. Pas moins de 80 formations en gaz et autant en électricité sont dispensées. Des formations qui ne s'adressent pas seulement aux équipes de Sibelga. Des techniciens externes viennent suivre aussi des cours pour une journée ou plus afin d'être certifiés et de pouvoir travailler sur le réseau en toute sécurité. On envisage justement de développer ici en 2021 une collaboration avec des écoles techniques. Le but étant que des étudiants puissent intégrer nos cours et nos formations, recevoir un enseignement de qualité complémentaire et évidemment l'ambition pour Sibelga, c'est à terme de pouvoir recruter des futurs techniciens chez Sibelga. Cette année, Sibelga espère engager une centaine de nouveaux collaborateurs pour renforcer l'entreprise qui compte actuellement 1200 personnes. Objectif, poursuivre une gestion efficace du réseau mais aussi répondre aux défis de la transition énergétique. Alors, que de défis, que de projets, Marie-Pierre Fauconnier. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, vous comptez engager une centaine de personnes, 100 personnes en 2021, alors qu'on est en pleine crise, on devrait dire. Qu'est-ce qui vous pousse à engager et est-ce que c'est facile de recruter chez vous ? Écoutez, ce qui nous pousse à engager, c'est effectivement le fait qu'on doit assurer ce service essentiel, puisque vous imaginez bien que distribuer du gaz et de l'électricité, ça nécessite du personnel qui doit être qualifié et aussi, je dirais, parce qu'on a des ambitions en matière de transition énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui doit être rapide et inclusive. Une des manières, c'est de aussi être partenaire avec les écoles. Tout à fait. Donc, c'est une manière de recruter ce personnel qui est peut-être pas facile à trouver. Mais il y a une guerre des talents, il ne faut pas se leurrer en fait. On est tous à la recherche en fait de ce personnel qualifié et nous avons des concurrents, y compris en région bruxelloise. Donc effectivement, pour essayer de trouver ce personnel, eh bien, on doit aller le chercher là où il est. Et donc, on fait des partenariats avec des écoles. On permet à des gens de faire des stages chez nous. On essaye de donner des formations techniques. On est certifié d'ailleurs pour toute une série de formations techniques pour permettre essayer de capter en fait ces talents. Ces partenariats avec les écoles, ils sont déjà en cours ou oui. C'est pour la rentrée prochaine? Non, c'est déjà en cours, on a déjà des stages et on a déjà un partenariat, mais là c'est un partenariat qui vient de se lancer, notamment avec l'ULB, où ils ont fait un master sur les génies de lumière. Alors ça a l'air un peu obscur. En fait, c'est une formation qui est donnée en fait pour essayer d'attirer des architectes, des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens vers, je dirais, les nouveaux métiers liés à l'éclairage public intelligent. Donc c'est plutôt ces métiers-là que vous recrutez pour le moment? Non, on recrute aussi, je dirais, du personnel technique, on recrute des administratifs, on recrute des gens de toute qualification. Et ces partenariats avec les écoles, ça donne quoi pour le moment? Vous avez réussi à engager des gens? Oui, bien sûr. On est toujours à la recherche de talents, mais on réussit quand même à capter effectivement des techniciens. Pourquoi? Parce que d'abord, écoutez, la première chose, c'est qu'on essaye quand même de veiller à un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. D'ailleurs, on a été reconnu comme top employeur et ça fait déjà de nombreuses années qu'on l'est. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'on offre, si vous voulez, du sens en fait à la fonction qu'on va donner. Quelque part, quand on décide de s'inscrire comme un des moteurs de la transition énergétique à Bruxelles, on attire des gens, on attire des jeunes ingénieurs, on attire des techniciens, parce que quelque part, certes, il y a ce métier de distribution du gaz et de l'électricité, c'est notre core business et on doit continuer à le faire. C'est un bien essentiel. Mais au-delà de ça, on se projette dans le futur. On se dit, mais comment voit-on Bruxelles demain et comment Sibelga peut y contribuer? On remarque quand même qu'il y a très peu de femmes parmi votre personnel ouvrier. Est-ce que là, il n'y a pas une carte à jouer également dans le recrutement et plus féminiser ces professions ou c'est peut-être compliqué dans vos métiers? Écoutez, compliqué ça l'est, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Et donc, je suis intimement convaincue, effectivement, qu'il faut absolument attirer des femmes dans les métiers techniques. Vous avez un objectif pour Oui, on a des objectifs, années effectivement, et on est en train de réfléchir à faire un partenariat, notamment avec Actiris, pour voir comment on peut, et avec Bruxelles Formation, pour voir comment on peut mettre en place soit des formations dédicacées aux femmes, soit avoir une action spécifique avec Actiris pour attirer en fait des femmes dans ces métiers techniques. C'est fondamental, il n'y a pas de raison. Maintenant, les outils existent. Alors, je vous dirais à quelques exceptions près, il n'y a plus besoin, je dirais, d'avoir de la force, entre guillemets, et puis les femmes, parfois, en ont autant que les hommes. Et donc, on peut attirer des femmes vers ces métiers techniques. Alors, on va regarder un chiffre, Maxime, avec vous. C'est celui qui va apparaître à l'instant à l'écran. C'est le chiffre 11 000. Ça correspond aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Maxime. Alors oui, 11 000, c'est
le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques que la région bruxelloise a prévu de déployer dans la ville d'ici 2035. Aujourd'hui, dans l'actualité, on voit des annonces successives de constructeurs automobiles, je pense à Volkswagen, Volvo ou encore au groupe BMW, qui vraiment font part de leurs ambitions énormes pour le déploiement du véhicule électrique. On s'attend aujourd'hui à ce que la population commence petit à petit à suivre le mouvement, d'autant plus que les batteries se démocratisent, etc., lentement mais sûrement. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que ces 11 000 bornes à Bruxelles, c'est suffisant pour permettre de répondre à l'essor du véhicule électrique ? En tout cas, ce que je dois vous dire, c'est que la région bruxelloise s'est dotée en fait d'une stratégie en matière de déploiement des bornes électriques et je dirais plus généralement de e-mobility. Et donc en fait, avec je dirais Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, mais aussi avec les cabinets Marron et Van den Braan, nous avons en fait une mission, je dirais à partir de 2021, de déjà installer 400 points de recharge en fait à l'horizon 2021-2022. Puisque vous savez, la concession Pitpoint s'arrête en octobre 2021 et pour ne pas qu'il y ait de césure entre, je dirais, le lancement de concessions plus larges, en fait, Sibelgas s'est vu octroyer cette compétence. Au-delà de ça, effectivement, Sibelgas, mais toujours, je dirais, en parfaite collaboration avec les administrations et les cabinets concernés, a reçu la compétence d'une planification des bornes. Faire en sorte que les bornes soient réparties de manière équitable, en fait, sur l'ensemble du territoire et aussi, je dirais, correspondent aux besoins. Parce que je trouve qu'en e-mobility, on dit, voilà, il faut des bornes, il faut des bornes. Il faut réfléchir aussi au type de bornes dont on a besoin. Si vous prenez, par exemple, un quartier résidentiel, bien, vous n'avez pas besoin de bornes ultra rapides. Pourquoi ? Vous allez rentrer, vous allez plugger votre voiture et elle va rester finalement toute la nuit pluguée et elle a le temps de recharge. Par contre, à d'autres endroits, il faudra en fait des bornes, je dirais, non pas de recharge normale, mais de charge ultra rapide. Et donc tout ça doit être appréhendé, tout ça doit être mesuré, tout ça doit être calculé. Et donc je vous le dis, on va le faire. Et Sibelgas, effectivement, avec les acteurs du secteur, avec les cabinets ministériels, est en train de déployer cette politique massive d'installation de bornes de recharge à Bruxelles. Alors ce qui est difficile aussi à Bruxelles, c'est que 60% environ de la population est locataire. Il n'y a pas non plus énormément de places... il n'y a pas non plus énormément d'appartements qui ont des garages, etc., qui permettent d'installer des bornes à domicile. Donc très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire, en 2035, quiconque aura un véhicule électrique pourra le recharger partout ? Est-ce que ce sera possible d'être bruxellois, d'avoir un véhicule électrique sans garage à disposition ? Mais je crois qu'il faut regarder en fait une succession de solutions. Oui. Il n'y a pas une solution, il y a un mixte de solutions. Il faut regarder les bornes en voirie, c'est les 11 000 dont on parle, en voirie publique. Et puis, on a aussi un autre projet qui est aussi soutenu par la région, qui est pour l'installation en fait de bornes. Mais là, cette fois-ci, on est sur des voiries privées au niveau des communes et je dirais de toutes les autorités publiques. Donc là, on s'adresse effectivement à des endroits qui sont privés. Et puis, il y a tous les parkings aussi. On a un projet effectivement avec Bessie pour ce qu'on appelle l'Electric Avenue et installer 300 bornes de recharge en fait au niveau de l'avenue Louis. Donc, il n'y a pas une solution en matière d'e-mobility, il y a, si vous voulez, une succession de solutions auxquelles nous participons. Et alors, le rôle de Sibelgas dans ce grand déploiement, finalement, c'est d'être ce facilitateur entre les opérateurs. Donc, on a Pitpoint, racheté par Total, qui aujourd'hui s'en occupe à Bruxelles. Et après, comment ça va se passer ? Ce sera des appels d'offres ? Ce sont des concessions qui vont être octroyées, avec une petite subtilité, c'est que si le marché ne répond pas en fait à la concession qui est lancée, à ce moment-là, Sibelgas pourra elle-même en fait installer et être propriétaire des bornes. Mais ce n'est pas le job premier de Sibelgas. Sibelgas, c'est un opérateur public qui est là pour faciliter l'installation de ces concessions, lancer ces concessions, regarder le résultat de ces concessions et, je dirais, après la planification, lancer ces concessions et ensuite regarder comment ça évolue le marché. Alors, c'est pas, les bornes électriques, ce n'est pas le seul enjeu, défi dans toute cette transition énergétique, l'éclairage public intelligent. On va revoir quelques images justement de ces luminaires un peu particuliers. Il y a un petit élément au-dessus de ces luminaires qui permet de piloter à distance, de repérer des pannes. 6000 luminaires devraient être connectés d'ici avril. Alors, outre l'économie pour vous, en termes d'entretien et de détection des pannes, on pourrait se demander comment réduire de 20% la consommation électrique à Bruxelles. Comment vous allez y arriver ? En fait, c'est le phénomène de ce qu'on appelle le dimming. Alors, c'est un mot qui est un peu barbare, mais c'est simplement en fait, diminuer l'intensité lumineuse en fait, à partir de minuit jusqu'à, par exemple, 4h ou 5h du matin. Et en fait, c'est possible, mais pas partout.
Et donc justement, quand vous avez en fait des luminaires qui sont connectés, vous allez avoir beaucoup plus de précision en fait dans ce dimming. Parce que pour l'instant, on fait déjà du dimming. C'est-à-dire on diminue, mais on peut diminuer, si vous voulez, l'entièreté d'une rue. Or, si par exemple, vous avez un passage pour piétons, ou un carrefour particulièrement dangereux, ou un carrefour tout simplement, ou un endroit qui doit rester lumineux, mais vous ne pouvez pas faire ce dimming. Grâce à ce type en fait je dirais d'intelligence qui est placée dans le lampadaire, vous allez à certains endroits pouvoir faire du dimming, et à d'autres, là où c'est nécessaire, en fait, maintenir la luminosité, comme je dirais en soirée. Et vous êtes prêts, là, aujourd'hui? Oui, on fait déjà des tests, en fait. On est déjà en train de tester, en fait, ce principe, si vous voulez, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin dans la maîtrise de la gestion de cet éclairage public. Où est-ce que vous allez tester ça, notamment? Alors, on l'a testé, en fait, dans des rues. On a commencé, en fait, par une rue au niveau du parc de Bruxelles, puisqu'en fait, le test, on l'a fait là où, je dirais, il y avait moins, entre guillemets, de difficultés. Et puis, on le teste dans d'autres endroits. On l'a testé à Uccle, on l'a testé un peu dans différents endroits pour justement voir quel est l'impact. Mais on est très, très confiant par le fait que grâce à ce dimming, on va pouvoir baisser la consommation. Et donc, justement, baisser cette consommation de 20% d'ici 2035, donc c'est-à-dire lorsque le parc sera entièrement remplacé par ces modèles intelligents. Est-ce que cette réduction sur la facture énergétique de la ville permettra de compenser finalement l'investissement nécessaire à l'installation? Est-ce que c'est ça le retour sur investissement? C'est ces 20%? Pas que. Ce n'est pas que ça, parce qu'il faut aussi tenir compte du fait que quand vous avez un lampadaire, actuellement, que se passe-t-il? Un lampadaire, quand il n'est pas connecté, en fait, nous n'avons pas de vue sur lui. Évidemment, il y a des patrouilles qui passent et qui repèrent les lampadaires qui ne vont pas, ou il y a un certain nombre de personnes qui nous signalent quand il y a des lampadaires en fait, qui sont en panne. Ah oui. Mais grâce en fait, au fait que ce lampadaire va être connecté, en fait, on n'aura plus besoin d'attendre soit qu'une patrouille soit passée ou soit que quelqu'un nous le signale. On va être au courant tout de suite et donc on va être beaucoup plus efficace en fait et beaucoup plus pertinent dans, je dirais, finalement résoudre le problème de la panne liée au lampadaire. Et donc ça, je dirais, c'est aussi un retour sur investissement. Au-delà, je dirais, de la baisse de la consommation, il y a aussi une efficacité, et je dirais, dans l'intérêt des Bruxellois qui va voir le jour. On va écouter un petit message à présent. Je vais vous demander de réagir juste après. C'est le Premier ministre qui parle. On l'écoute. Le comité de concertation a opté de prendre des mesures d'une façon forte et courte et d'opter pour une pause de Pâques. Une pause de Pâques, depuis ce week-end, eh bien voilà, on est nouveau en confinement avec la fermeture des écoles, des commerces non essentiels, le maintien du télétravail sous peine de fermeture de l'entreprise. Alors, le télétravail, eh bien, ça vous connaît puisque ça fait maintenant plusieurs mois que la moitié de vos employés, en tout cas la plupart de vos employés sont en télétravail. Est-ce que c'est facile quand on a 1200 personnes, dont quasi la moitié est en télétravail, de gérer une entreprise comme la vôtre ? Écoutez, ça n'est facile pour personne, et vous dire qu'on était préparé à cette crise, ça n'est pas vrai. Mais je dois reconnaître qu'on a fait preuve quand même d'une très belle agilité au sein de Sibelga, et c'est vraiment une source de fierté. Alors cette crise, on l'a toujours gérée en fait avec 2 piliers en tête. Un premier pilier, c'était de dire qu'il fallait sauvegarder la sécurité physique et mentale de notre personnel. Comment vous avez fait? Alors, comment on l'a fait? À travers le télétravail, puisque 100% en fait, du personnel administratif est en télétravail. Et à côté de ça, nous avons un service de garde qui est 24 heures sur 24 à la disposition des Bruxellois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, il y a des gens qui entrent dans des maisons où il y a le corona. Et donc, il y a tout un protocole qui a été mis en place, et je dois saluer quand même la maturité des organisations syndicales qui nous ont accompagnés en fait là-dedans et qui nous ont permis, si vous voulez, d'assurer, et c'est le second pilier auquel je voulais faire allusion, la continuité de ce service essentiel. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le service essentiel a toujours été maintenu, et dès le 15 avril, nous avons repris des activités non urgentes. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'une chose un peu paradoxale, c'est par exemple au mois de mai de l'année dernière, nous avons réalisé 200% des travaux qui devaient être faits. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne à Bruxelles. Et donc, si vous voulez, par rapport à cette crise, quand on a toujours ces 2 piliers en tête, d'une part la santé physique et morale de nos collaborateurs et d'autre part la continuité du service, eh bien, on a ensemble, je dirais, avec notre personnel, avec les autorités, avec également mes collègues. Parce que là, c'est aussi quelque chose que je voulais souligner. C'est le fait qu'on s'est terriblement rapprochés, les 4 gestionnaires de réseau de distribution, et je tiens quand même à saluer mes collègues.
finalement, on se téléphonait tous les jours à 11h, quand c'était le moment le plus dur de la crise, pour échanger nos problèmes, nos solutions. Et finalement, on n'était pas seul face à cette crise. On a un nouveau tournant quand même dans cette crise. Des questions se posent, Maxime, notamment sur la gestion justement des nouvelles oui, absolument. interventions. Une question qui se pose, c'est quand on regarde ce qui a été fait par vous, mais aussi par les autres gestionnaires des réseaux de distribution du pays, c'est qu'au premier confinement, vous étiez limité vos interventions à celles qualifiées d'essentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines interventions que vous faites en temps normal en tant que Sibelga vont être annulées ? Écoutez, non. En fait, nous, le 15 avril, nous avons repris, alors graduellement, mais nous étions, en fait, la mi-mai, nous avions repris l'entièreté de nos activités sur le terrain. Et depuis, nous n'avons jamais changé, en fait, notre fusil d'épaule. Alors, ça veut dire que des protocoles sont mis en place, toujours ces 2 piliers qui doivent être maintenus en tête pour les gens qui travaillent dans les chantiers, etc. Mais ces activités jugées non essentielles, cette construction, ces rénovations, en fait, continuent. Donc, vous n'avez pas levé le pied comme au premier confinement du tout. Et nous avons très peu levé le pied au premier confinement. Allez, une dernière question en guise de conclusion. Le baromètre de la Fondation Roi-Baudouin vient de sortir et il dit qu'un ménage sur 5 a du mal à payer sa facture de gaz. 90% des Bruxellois se chauffent au gaz. Avec le confinement, il y a un moratoire aussi qui a été installé sur les coupures de gaz. Où est-ce qu'on en est dans ce moratoire ? Il se termine au 31 mai. Et est-ce que vous avez des effets concrets sur cette précarité, on va dire, énergétique? Écoutez, cette précarité énergétique est effectivement très préoccupante puisque, comme la Fondation Roi-Baudouin le disait, c'est près de 20%, plus de 20% en fait de la population qui en souffre. De 2 manières. Je dirais d'une première manière, en fait, c'est des gens qui ont des factures énergétiques trop importantes par rapport à leurs revenus. Et une seconde manière, c'est des factures énergétiques qui sont trop faibles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui évitent de se chauffer pour pouvoir payer leurs factures. C'est aussi de la précarité énergétique. Que fait Sibelga face à ça ? Alors, de manière proactive, en fait, ce que nous avons décidé de faire pour anticiper cette sortie en fait de moratoire, c'est que nous téléphonons à l'ensemble des clients précarisés qui relèvent en fait de notre fourniture pour les prévenir que ce moratoire est en train de se terminer et qu'ils ont la possibilité de toujours s'adresser à leur CPS. Et on les guide vers le CPS vers lequel ils doivent se retourner. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les gens répondent positivement ? Oui, les gens sont assez surpris de cette démarche parce que c'est une démarche qui est un peu nouvelle et proactive. Et on constate que 17% des gens s'adressent à leur CPS. Et ça, c'est vraiment une grande source de satisfaction. Ça veut dire que ces gens vont être accompagnés dans leur précarité énergétique. Et finalement, c'est tout ce qu'on souhaite. Et en cas de défaut de paiement, à Bruxelles, il y a un recours systématique au juge de paix avant de passer à la coupure effective de gaz et d'électricité. Vous avez le sentiment que c'est un processus efficace ? En tout cas, c'est un processus qui permet de sauvegarder en fait ce droit qu'est la distribution du gaz, l'électricité, la disponibilité de cette énergie. Imaginez-vous vous retrouvez soit en télétravail ou à l'occasion de cette pandémie sans électricité, sans gaz. C'est un bien de première nécessité. Donc cette protection sociale, je sais que d'aucuns la critiquent, mais elle a au moins en fait l'avantage d'offrir en fait cette dignité à tout un chacun. D'accord. Madame, monsieur, on va devoir clôturer ici. C'est passionnant. En tout cas, on aura encore l'occasion de se revoir dans les prochains mois avec toutes les innovations qui sont en train de se mettre en place à Bruxelles. Maxime Van Wever, merci. Madame Fauconnier, encore merci de votre présence. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. À bientôt.